Je travaille à la fois en presse écrite et en radio. En presse écrite pour Magic, et puis en radio pour France Musique, une émission qui s'appelle Label Pop, le dimanche à 20h30. J'ai commencé la radio à Nantes, sur une radio associative qui s'appelle toujours d'ailleurs Alternante, une émission du nom de Haute Fidélité à la fin des années 90. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir refaire mon métier maintenant. C'est une émission qui traite de l'actualité musicale, pop, comme le son l'indique, pop au sens le plus large possible, avec des sessions, des invités, des choses comme ça. J'ai découvert Elliott Smith un petit peu comme tout le monde avec son troisième album, Either Or, en 97 à peu près. Je l'ai vu en concert assez rapidement, en 98 à Nantes, à l'Olympique, dans le cadre du Festival des Inrecuptibles. C'est une musique qui frappe d'emblée par sa simplicité. Je ne dis pas que c'est une musique simple, mais en tout cas qu'elle accroche tout de suite et qu'elle a quelque chose de très direct, de très doux en même temps, mais aussi de très frontal, qui moi tout de suite m'a évoqué des choses comme Nick Drake, ou évidemment la référence des Beatles, ce qui me parle tout de suite. Ce qui m'a tout de suite, enfin non pas tout de suite, mais ce qui m'a fasciné au fur et à mesure du court parcours d'Elliott Smith, c'est à quel point sur une base très solide d'écriture, ça évoluait beaucoup. On commence en 94 avec des disques très dépouillés, quasiment que guitare-voix, jusqu'à Figure Eight en 2000. Il y a des arrangements extrêmement élaborés, de clavier, de cordes, où là l'influence des Beatles joue à plein en termes d'arrangement. Et je trouve que d'arriver comme ça à couvrir un spectre aussi large, tout en restant fidèle à une écriture et un style et une voix très particuliers, en si peu de temps, c'est très fort, et ça rend d'autant plus frustrant le côté très bref du parcours d'Elliott Smith, interrompu par sa mort en 2003. On se dit, en réécoutant tous les disques aujourd'hui, dans l'ordre, pourquoi pas, on se dit qu'il y avait vraiment une suite à écrire qui était potentiellement magnifique. Et je suis assez heureux d'avoir contribué au premier pas de ce projet qui était le Color Bars Experience, qui était donc un projet autour des chansons d'Elliott Smith et plus particulièrement autour de l'album Figure Eight, qui est son dernier album paru de son vivant, le plus orchestré aussi. C'est Yann Debiac qui a eu cette idée de proposer une relecture de Figure Eight par un orchestre de chambre, le Color Bars Experience, pour l'aspect musical, l'aspect arrangement, et puis pour le chant, il a proposé à Troy Von Balthazar, Jason Lytle et Ken Stringfellow d'interpréter les chansons d'Elliott Smith. Donc le spectacle s'est donné en première au Printemps de Bourges, au printemps 2015, et moi j'ai accueilli cette affiche à Radio France, au Studio 105, début mai 2015, sans Ken Stringfellow, qui ce week-end-là était retenu en Hollande pour des concerts des Posies. Donc j'ai eu sur le plateau de Label Pop Jason Lytle et Troy Von Balthazar. Jason Lytle, c'est évidemment le plus important parce que lui a été un proche d'Elliott Smith, il l'a connu. Vocalement, il y a quelque chose qui passe très très bien avec lui, et Troy Von Balthazar aussi. Il y a une fragilité dans la voix, peut-être trop fragile par moment, mais enfin, il y a quelque chose qui rend justice à la sensibilité d'Elliott Smith. Donc on a organisé cette session avec l'ensemble, cet ensemble comme ça très beau, hein, des vents, des cordes, guitare, basse, batterie aussi, puis ces trois chanteurs qui revisitaient l'album Figure Eight. Voilà, session que j'ai diffusée dans la foulée, début mai, sur France Musique, qui est devenu un disque depuis, un beau 33 tours, qui est paru en fin d'année 2015. Et qui, je crois, est un beau, malgré l'absence de Ken Stringfellow, est un beau témoignage de ce qu'a été ce projet. Je dois dire, pour être très, très honnête, que la première fois que Yann Debiac m'a parlé de ce projet-là, j'ai eu quelques, avant même d'avoir entendu quoi que ce soit, quelques réserves. C'est-à-dire que bon, quelqu'un arrive en me disant voilà, je veux réinterpréter Elliott Smith avec des arrangements de musique classique. Pour moi, ça collait pas beaucoup. Il y a chez Elliott Smith quelque chose qui est très important, c'est une sorte d'héritage punk.
avant de faire des disques tout seul, Elliott Smith, il avait ce groupe qui s'appelle Hitmiser, qui est quelque chose qui est vraiment très inscrit dans le mouvement grunge du début des années 90, dont des guitares assez sales, un truc oui, très spontané, qui crie un petit peu. Et dans les disques solo d'Elliott Smith, il y a toujours eu ce côté un peu revêche, comme ça, un peu pas très propre. Et évidemment, spontanément, revisiter ces chansons-là, même celles de Figure Eight qui sont plus orchestrées, avec un petit orchestre de chambre comme ça, j'avais des doutes, jusqu'au moment où Yann m'a envoyé les premières maquettes qu'il avait enregistrées, qui était la chanson Color Bars, interprétée par Jason Lytle, où là, évidemment, tous les doutes ont été levés au bout d'une seule écoute. C'était juste très très beau, ça fonctionnait parfaitement, alors que, oui, je n'étais pas a priori convaincu de ça, à la fois pour des raisons de mariage toujours potentiellement difficile entre des arrangements dits classiques et la pop ou le rock, et puis parce que aussi il y a quand même dans l'histoire du rock toujours un lien extrêmement fort entre l'interprète de la chanson et son auteur. Souvent on aime bien que ce soit la même personne. Enfin, c'est quelque chose que les Beatles ont installé, qui n'était pas trop le cas avant. Elvis n'a jamais écrit une chanson. Ça n'empêche pas d'être un monument, mais voilà, il y a eu un truc, cette figure de l'auteur-compositeur-interprète, qui est très forte dans l'histoire du rock, qui est centrale. Moi j'y suis très attaché, évidemment, tous ces projets qui consistent à reprendre d'autres artistes suscitent un peu ma méfiance a priori. Mais évidemment, une fois encore, à l'écoute de ce qui a été produit, la méfiance tombe instantanément. Le documentaire Heaven Adores You, donc sur Elliott Smith, d'abord il est assez touchant, parce qu'on voit Elliott Smith et on l'entend. Je veux dire, on entend sa musique, mais on l'entend parler aussi. Et on le voit, donc c'est aussi un physique un peu particulier, un côté un peu rentré, un visage un peu abîmé comme ça. C'est pas l'aura d'une rockstar. On a quelqu'un qui est très simple, qui se définit comme étant simple, quelqu'un qui veut juste faire de la musique, écrire et jouer des chansons, les enregistrer, tout ce qui va avec, c'est-à-dire la promotion, c'est-à-dire les tournées, potentiellement la célébrité. C'est des aléas avec lesquels il faut traiter. Et ça, on le sent très bien dans le film. Ce côté un peu, voilà, il faut faire avec ces à côté si on veut pouvoir continuer. Donc ça on le voit bien dans le documentaire. Le film, en plus d'être touchant, est évidemment très instructif. C'est un documentaire assez classique qui prend tout le trajet d'Elliott Smith, de son enfance à sa mort, avec après un découpage album par album, que ce soit les albums de son groupe Hitmiser ou les albums solo. Donc énormément d'informations, des témoignages de première main, des gens qui ont travaillé avec lui, les producteurs, notamment Rob Schnapp, qui a produit ses albums les plus importants, la trilogie entre 97 et 2000. Et puis c'est le réalisateur qui s'appelle Nicolas Rossi, c'est son premier film en tant que réalisateur. En revanche, c'est un directeur de la photographie qui a fait beaucoup de documentaires avant, qui a travaillé pour des films de fiction et des courts-métrages. Et il apporte ce côté, cet aspect, cette attention à l'esthétique. C'est-à-dire qu'on a un film qui est très beau, qui n'est pas juste, comme souvent les documentaires, et à fortiori les documentaires sur la musique, qui n'est pas juste une alternance de gens face caméra qui racontent le destin incroyable d'un artiste. Là, on a beaucoup de plans sur les différentes villes où Elliott Smith a habité. Portland d'abord, New York ensuite, et puis Los Angeles. Et notamment, l'essentiel, ça reste Portland, et on a énormément de plans de la banlieue, des zones industrielles, de ces grandes villes américaines qui, même dans le cas de Portland, qui est réputé pour être quand même avoir un certain charme, ont un côté assez rude. Et je trouve ça toujours très intéressant de replacer le trajet d'un artiste ou ce qu'on dit d'un artiste dans un endroit. Il a vécu un endroit, c'est pas neutre. Ça a conditionné des rencontres, le paysage joue, les ambiances jouent. Donc là, pour ça, le film est très intéressant. Mon disque préféré d'Elliott Smith, spontanément, je réponds que c'est Figure Eight.
parce qu'on a à la fois cette écriture très, très, très fine, très simple et directe, et en même temps, il y a une science des arrangements sur ce disque qui est incroyable. Il prend vraiment des risques, il cherche des choses avec des claviers, avec des boucles. Il y a des choses particulièrement intéressantes. Et après, évidemment, j'ai réécouté tous ces disques ces derniers jours. Et tout est très beau et tout est très bon de façon à chaque fois très singulière. C'est-à-dire qu'il y a, dans la nudité des premiers disques, c'est quand même des choses très, très, assez bouleversantes en fait. Et Either Or après, qui est un peu plus orchestré, est aussi très beau. Alors il y a un des intervenants dans le film qui dit que pour lui le meilleur album est XO. Et il a peut-être pas tort en fait. parce qu'on est, oui, il y a ce point d'équilibre très très fort entre les chansons et leur côté un peu pur et simple, et puis des arrangements qui commencent à s'étoffer sans être ce truc quand même très 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 dense de Figure 8.